Bonjour ou bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver dans le Monde en 7 pour le numéro de ce samedi 16 septembre 2023. Nous parlerons du Burkina Faso. On va évoquer l'expulsion de l'attaché de défense près l'ambassade de France pour activités subversives. On parlera toujours de la France avec cette confusion autour d'une circulaire contre les artistes de 3 pays du Sahel. Au Niger, nous évoquerons la dénonciation d'un accord de coopération militaire avec le Bénin, le Maroc. On va parler donc de ce séisme. Pourquoi le roi a-t-il rejeté l'aide de la France? Et puis le Togo, on parlera des performances de l'Office togolais des recettes au 1er septembre 2023. L'Office, naturellement, et comme toujours, bien évidemment, estime être au-delà donc des prévisions. 2 invités pour évoquer ces sujets, mais sur le plateau, nous commençons avec le premier, direct oblige. Georges Eho, vice-président chargé des affaires économiques du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je voudrais profiter de l'occasion parce que ça fait 2 jours. Oui. Profitez-en. Et puis pour quand même donner un certain nombre d'observations, faire un certain nombre d'observations. Ouais. La première, c'est de présenter mes condoléances à la famille des pêcheurs au niveau du port de pêche de Lomé. J'étais au port de pêche, ça fait 2 semaines, et j'avais cette idée de faire des suggestions pour appuyer le ministère de l'économie maritime pour ce qui concerne la planification spatiale de notre côte, et qui devient très 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 importante parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand j'étais parti là-bas, ce qui m'a frappé, c'est que les petits bateaux qu'ils utilisent pour la pêche, les pirogues là, c'est des fabrications artisanales, et ils ont des moteurs qu'ils ont mis dedans. Alors que il faut véritablement peut-être les aider, les appuyer en matière de sécurité. Il faut les appuyer avec peut-être des petits navires sophistiqués qui va leur permettre de les secourir en cas d'accident ou bien en cas de naufrage tout court. Donc je voudrais appuyer pour que le ministère puisse véritablement voir dans quel cadre ils peuvent facilement les aider, les secourir en cas de naufrage, parce que c'est tout près. Ils ont utilisé leur pirogue, mais ils ne peuvent pas arriver quand même parce que ce ne sont pas aussi sophistiqués que ça. Mais d'après les informations, il n'y a pas eu de décès. J'ai lu finalement une réaction du ministre Tengue qui estime, en tout cas j'ai lu ça dans les presses, qu'il n'y a pas eu de décès, qu'il y a eu 3 blessés, mais pas de décès. De toute façon, s'il n'y a pas eu de décès, c'est une très bonne nouvelle, mais prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, c'est en fait mon observation et ma contribution. Déjà, il faut expliquer ce qui s'est passé ma recommandation. C'était il y a 2 jours, si je oui, effectivement. Oui. En fait, il y avait certains pirogues, une pirogue qui fait naufrage, et d'autres sont partis pour les secourir. Mais comme ce n'est pas des marée haute, oui. Donc c'est ça. Donc en fait, quand j'étais parti l'autre fois, j'avais fait une observation parce qu'ils ont fait sous forme de quai pour ces pirogues là. Mais la mer menace toujours. Il n'y a pas un certain nombre de sérénité là-bas. Donc, je sais que ce ne sont pas des choses qui sont faciles à maîtriser, surtout pour nos pays qui n'avons pas assez de moyens pour pouvoir le faire. Mais tout ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est quand même les doter de pirogues sophistiquées en cas de naufrage. Oui. Comme ça, ils ne vont plus utiliser leur pirogue artisanale, et puis qui va encore les mettre davantage en danger. Et donc, je voudrais aussi soutenir rapidement ce qui n'est pas de mon habitude,
et la sortie de Adebayor Cheyi, la star togolaise qui était sortie et qui a nombre d'attitudes à son égard. En fait, non pas seulement à son égard, ce que moi je voudrais, en fait, je suis toujours Adebayor et je n'ai pas trouvé opportun de sortir par rapport à un certain nombre de ses sorties. Mais aujourd'hui, je vois que ce qu'il dit, vraiment, ce sont des choses concrètes. C'est des choses sur lesquelles on peut quand même lui permettre d'intervenir parce que c'est la star. En fait, ça devient compliqué, tout ce qu'il a dénoncé. Pour ce qui concerne la collaboration entre le ministère et la fédération, et même lui-même qu'on ne lui permet pas en tant que star, la star numéro 1 de notre football, de passer à côté. Je ne sais pas si toutes ces allégations, je peux l'appeler comme ça, sont avérées, mais tout ce que moi je dis, c'est qu'en milieu football, qu'il y a de l'humilité et que les gens s'acceptent parce que le football crée la cohésion sociale. Et cette cohésion ne permet pas un certain nombre de révélations que Adebayor Cheyi avait fait. Donc, je dirais tout simplement que c'est un monsieur vraiment, comme il a dit, il est né à Côte d'Ivoire, il y a un comportement de rue, mais quand même, il faut prendre les vérités dans ses propos et l'associer à un certain nombre de choses. Quoi qu'on dise, hein, je ne sais pas si d'ici 25 ans on aura quelqu'un de sa trempe parce que exactement. De toute l'histoire du football togolais, il n'y a personne qui a le palmarès. Exactement. Donc, parce que c'est un monsieur qui mérite du respect, de la considération. Exactement. C'est vraiment, il a fait, ses preuves sont péremptoires aujourd'hui et personne ne peut contester son niveau qu'il a dans le football. Et donc, il faut l'associer. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas prendre en compte, mais d'autres, il faut le prendre en compte. On ne peut pas comparer Adebayor et Diouf. Diouf est pire en matière de... Quand je parle de comportement, Diouf est pire. Aujourd'hui, quand on l'a associé, vous voyez, il est devenu très responsable. Il faut le responsabiliser et je pense qu'avec Adebayor, beaucoup de choses se feront dans notre football aujourd'hui. D'accord, et justement également dans le monde en 7, beaucoup de choses vont se dire aujourd'hui. On commence aussi donc avec le Burkina Faso. On évoque l'expulsion de l'attaché de défense près l'ambassade de France pour activités subversives. Les autorités burkinabais ont porté l'information à la connaissance du ministère des Affaires étrangères françaises en leur indiquant que le chargé des affaires de l'ambassade, le chargé de l'attaché de défense de l'ambassade de France est désormais expulsé du pays pour activités subversives, sans aller plus dans les détails. Voilà qui complique encore un peu plus les relations entre le Burkina Faso, Ouagadougou et Paris, parce que le Quai d'Orsay a réagi donc à cette accusation. Georges-Géo, lorsqu'on expulse l'attaché de défense de la France, surtout pour des accusations d'activités subversives. On connaît le contexte sécuritaire du Burkina Faso, donc quand on emploie ce mot, on sait à quoi on veut faire référence. Qu'est-ce que vous y voyez? C'est toujours ce feuilleton de guéguerre entre Paris et les pays du Sahel qui se poursuivent, ou bien aujourd'hui, les autorités burkinabées ont des preuves palpables que ces attachés, que ce soit de défense ou militaires, sont mêlés à des choses pas très claires? Bon, ce n'est plus un secret pour nous tous, la relation entre Paris et Ouagadougou depuis un certain moment, surtout dès le premier coup d'État, exacerbé par le deuxième coup d'État, et avec toutes ces manifestations anti-français qui, à chaque bout de champ, chaque occasion, les manifestants escandent des propos qui sont vraiment des propos à l'encontre de la France, qui invitent la Russie à s'impliquer davantage dans leur politique. Et donc, ce n'est plus des choses à démontrer. Et ce qui est encore d'actualité, c'est que récemment, il y a des communiqués des autorités de la transition sur beaucoup d'activités de troublant l'ordre public ou même menaçant la transition burkinabé. Donc, c'est pas, disons, quelque chose où on dirait qu'on est surpris
parce qu'ils ont indexé des pays étrangers qui sont en train de collaborer ou bien de faire des complicités avec soit des forces armées burkinabées et y compris la société civile. Et donc, ils ont dénoncé un certain nombre de comportements. Voilà que les autorités ont peut-être, oui, selon les renseignements, que l'attaché de défense ou bien l'attaché militaire de l'ambassade de la France à Ouagadougou, qu'il faut le rappeler, il n'y a plus d'ambassadeur parce que l'ambassadeur a été expulsé depuis au niveau du Burkina. Et donc, ils ont peut-être eu des renseignements que l'attaché est impliqué dans un certain nombre d'activités troublant l'ordre public ou menaçant la transition burkinabé. Et il faut quand même, à un moment donné, que le comportement ombrageux aussi de nos militaires est quand même, parce que si nous voyons ce qui se passe, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Niger, il faut que vraiment que ça permet quand même, ce comportement ne permettait pas quand même un certain nombre de négociations, ce qui rend difficile la diplomatie, les relations entre les États, et surtout ce qui concerne la relation Burkina-France et ces États-là avec la CEDEAO. Donc, dire aujourd'hui que c'est la guerre qui continue, je ne saurais pas le dire tellement, mais je voudrais dire tout simplement qu'ils n'ont pas dire concrètement ce qu'ils appellent par activité subversive. C'est-à-dire que ça a été dit, mais on nous a pas, ils nous ont pas dit, ils nous ont pas éclairé sur ce qu'ils appellent par ces troubles-là. Donc, on estime que c'est comme le qualifie le ministre français des Affaires étrangères, que c'est un peu fantaisiste. Parce qu'on ne nous explique pas, on ne nous dit pas réellement ce que le monsieur a fait ou bien l'implication du monsieur à un certain nombre d'activités. Donc, on coupe court. Est-ce que le Burkina a suffisamment peur de la France qu'ils ne veulent pas dénoncer réellement ce qui s'est passé, ou que c'est toujours de chercher des voies et moyens pour expulser, parce que en expulsant l'attaché, ils ont dénoncé en même temps un certain nombre d'accords. Et même l'équipe militaire qui est au service de l'ambassade de la France. Donc vous voyez, est-ce qu'on ne veut plus de ces militaires-là, de l'équipe militaire au service de l'ambassade de France au Burkina? Donc autant le dire, parce qu'ils ont déjà dénoncé un certain nombre de choses. Mais en parlant d'activités subversives, on comprend quand même, au regard, je l'ai dit tantôt, de la situation sécuritaire du pays, je ne veux pas dire cela comme ça, mais d'intelligence peut-être avec l'ennemi. Vous savez que ces accusations reviennent à tout bout de champ dans un certain nombre de pays où la France intervient militairement. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut dire. C'est pour cela que je dis l'implication de cet attaché à ces activités-là, qu'ils nous disent. Est-ce que c'est au service de l'ennemi, c'est-à-dire les terroristes, les djihadistes, ou bien c'est au service de cette rébellion qui est déjà décelée aux premières heures? Si c'est ça qu'on nous dise, qu'il est en train de compléter pour déstabiliser, ou soit c'est pour appuyer encore l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi commun, si on dit l'ennemi commun, c'est toujours les djihadistes, les terroristes. Donc le message n'est pas clair, il y a beaucoup d'ambiguïté qui ne nous permet pas véritablement de faire un certain nombre d'analyses. Et pour conclure, on peut dire tout simplement que, en fait, c'est pour l'expulsion de l'équipe ou bien arrêter l'équipe militaire qui est déjà au service des ambassades ou bien de l'ambassade, alors que ce n'est même pas, c'est pas seulement au niveau du Burkina. Pratiquement après l'invasion de la Crimée, les ambassades sont dotées des attachés de défense et de militaires, et défense et militaires, et aussi une équipe pour permettre aux ambassadeurs, comme des conseillers, d'intervenir sur un certain nombre de sujets sécuritaires. Donc, voyez-vous que aujourd'hui, comme c'est pas clair,
chacun va de son commentaire. Dans le même courrier où l'expulsion de l'attaché militaire est annoncée, le Burkina annonce également la fermeture de la mission militaire burkinabé à Paris pour la même date. Là, c'est qu'on est véritablement dans la rupture des relations entre les deux pays, militaires en tout cas, coopération militaire entre les deux pays. Oui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, si je vais le dire au bas mot. En fait, on attend que la France réagisse par rapport à ce que peut-être ils ont fait, parce que vous savez que dans des pareilles situations, il y a toujours pratiquement la réciprocité la réciprocité diplomatique. Quand vous réagissez, l'autre pays a le droit aussi de réagir concernant un certain nombre de choses. Oui. Donc, si la France devrait réagir, c'est de aussi fermer la mission militaire au niveau de... Donc, ils ont anticipé sur la réaction de la France. Mais la question centrale qui est le développement n'est pas prise en compte dans nos pays, surtout dans ces pays de transition. C'est ce qui rend difficile les discussions. Parce qu'il est vrai, il est vrai que on ne peut ignorer les questions sécuritaires quand on parle de développement. Mais vous savez, je l'ai dit, que le comportement ombrageux de nos militaires, parce qu'ils sont militaires, et donc il y a un certain nombre de choses véritablement qui peuvent être vraies, qu'ils ont à leur disposition un certain nombre de renseignements qui ne leur permet pas d'être humbles et de discuter diplomatie. Ils ont peut-être cette manière, parce que c'est la force, ils ont cette manière de faire la rupture d'une manière très brusque. Mais l'interrogation, est-ce que ça nous avantage? Il est vrai, ils sont dans la rupture complète. Parce que ce qui se passe entre la France, le Burkina, le Mali, c'est la rupture totale. Le Niger vient de regagner le groupe. Bon, on ne connaît pas véritablement la situation de la Guinée, mais ce qui est sûr, c'est que ces trois pays-là sont bien distingués des autres. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne décision? Je ne saurais le dire parce que je n'ai pas la science infuse pour dire que la meilleure décision, c'est telle. Mais est-ce que, puisque nous allons aborder le sujet sur les artistes. Vous allez voir qu'au même moment que les autorités de transition prennent des décisions pour rupture, la population ne suit pas. Parce qu'il y a une réalité que nous ne devons pas oublier, c'est que les peuples sont vraiment intégrés, plus que les dirigeants. Donc, les peuples aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent leur bonheur, c'est-à-dire qu'ils veulent se travailler, et se nourrir, ils veulent investir, ils veulent un certain nombre de libertés. Bref, c'est ce qui intéresse l'économie de développement aujourd'hui. Comment faire en sorte que nos pays soient développés? Est-ce que c'est pris en compte ou bien c'est les questions sécuritaires seulement qui sont prises en compte par les transitions? Est-ce qu'on doit faire d'abord et résoudre les problèmes sécuritaires avant d'aller commencer à résoudre les problèmes de développement? On ne sait pas véritablement. Et c'est normal parce qu'une transition en temps normal ne doit pas durer trop. Parce que quand ça dure, ça devient un mandat et ça devient compliqué pour les gens de laisser facilement. Je ne suis pas contre cette transition-là parce que vous devez savoir, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont ubiquitaires de telle manière que tout ce que nous disons, vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux transformés d'une autre manière. Mais ce que je dis tout simplement, l'élément central qui est le développement, est-ce que c'est pris en compte? J'ai comme l'impression que ces choses-là sont bafouées dans la prise de décision. Or, pour prendre une décision, surtout au sommet de l'État, il faut un certain nombre de choses. C'est pluridiscipline. Il ne faut pas seulement se baser sur la situation sécuritaire. Il
faut se baser sur les relations publiques, les relations internationales. Il faut se baser sur l'économie, il faut se baser sur un certain nombre de choses. Mais en même temps, si on se base sur tout ça, on comprend aussi que chaque État a le droit de choisir avec qui avoir des relations. On n'est pas obligé d'être en relation avec tout le monde. On peut rompre avec qui on veut et maintenir les liens avec tel autre. Oui, c'est une vérité. C'est ce que nous exprimons quand on va parler de souveraineté. Ça, c'est normal. Mais les hommes avisés... On a l'impression que dès qu'il s'agit de Paris, dès qu'un État dit « je ne veux plus telle chose », tout le monde crie « haro ». Ah non, c'est comme si avec Paris, il faut faire attention, il ne faut pas rompre, c'est ceci, c'est cela. Non, en fait, ce n'est pas concernant Paris. C'est concernant les relations parce que les pays ne vivent pas en autarcie. Et donc, nous avons besoin, depuis Ricardo, qui a parlé des avantages comparatifs en économie, nous avons compris tout de suite que nous n'avons pas les mêmes avantages. Et donc, il faut profiter de l'expertise de l'autre pays pour pouvoir compléter ces lacunes. Donc, c'est en cela que ça s'impose. On a le choix aussi. Oui, on a le choix. Oui, on a le choix. Oui, et donc, Ouaga peut faire le choix, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan de développement, de rompre avec qui il veut. Si nous voyons ce choix-là, nous n'allons plus parler des relations. C'est parce que de toi à moi, nous allons dire que nous ne voyons pas ce choix venir. Nous ne voyons pas, parce que d'autant plus que tout ce que nous voyons, c'est que les manifestants mettent des pancartes « France dehors, Russie vient ». C'est tout. Ça dit que ça devient comme un cercle vicieux. Ça devient... C'est-à-dire copier-coller. Quand il y a, comment on l'appelle, même au Gabon, l'autre fois, les gens commencent à dire France dehors, Russie vient. Malgré que, bon, c'est un coup d'État où on ne peut, oui, il y a des gens qui l'ont fait. Les gens ont parlé de la France, etc. Il est bien que les militaires eux-mêmes ne sont pas prononcés par rapport à ça, mais les manifestants ont osé le faire. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est que oui, l'émotion nous pousse à un certain nombre de choses. Mais au sommet de l'État, pour prendre une décision, les décisions doivent être pensées d'une manière où véritablement quand on sort la décision, tout le monde quand même, ça ne peut pas faire la majorité, mais que la plupart, quand même, l'unanimité, la majorité soit d'accord avec cette décision. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit avec nos militaires, avec la transition, c'est que à chaque situation, c'est des décisions de rupture. À chaque situation, c'est des décisions de rupture. Maintenant, est-ce que ça avantage le peuple? Parce que je l'ai annoncé, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle là des artistes du Sahel, de ces trois pays-là. D'ailleurs, c'est le sujet, oui. Permettez-moi juste de l'annoncer comme ça. Nous sommes donc du côté de la France, un courrier demandant la suspension de tout projet de coopération avec les artistes du Mali, du Niger et du Burkina a provoqué jeudi dernier l'indignation des milieux culturels du spectacle et un spectaculaire rétropédalage de la part des autorités concernées. La polémique et la confusion qu'elle a suscité jeudi 14 septembre sont à la hauteur des incertitudes générées par la suspension par la France de toute forme de coopération avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, y compris dans le domaine de la culture. Alors, on a vu circuler un document qui laissait entendre que Paris rompait toute forme de coopération culturelle avec ces trois pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et que les artistes de ces pays n'avaient plus le droit de prester en France, n'auraient plus droit au visa. Polémique, Paris fait rétropédalage et dit qu'elle n'a pas à interdire donc aux artistes de pouvoir prester. Alors finalement, ici, très concrètement, de quoi s'agit-il là? Samuel, tu vois que les relations entre les États, il y a beaucoup de polémiques. Vous voyez, si nous disons que Paris a fait rétropédalage, ça veut dire que nous estimons que Paris était dans le sens d'arrêter les spectacles des artistes du Sahel. Mais ce n'était même pas le cas. Mais vous voyez la réaction de ces artistes, vous voyez la réaction de ces syndicats, vous voyez même la réaction même d'un certain nombre de syndicats français qui ont quand même intervenu. Ça veut dire tout simplement que quand
prenons des décisions de rupture comme j'avais entrepris, quand nous annonçons ces décisions de rupture, nous devons penser au contour de ces décisions-là. Le milieu culturel n'est pas pris en compte par les transitions. Point d'interrogation. Est-ce que les milieux artistiques sont pris en compte dans la rupture? Ces pays-là que nous avons cités, il y a plus officiellement, moi je reconnais qu'il y a coup d'État, je reconnais qu'il y a les transitions, je ne veux pas dire que je ne les reconnais pas. Il y a la transition, je ne les appelle plus les poutistes parce qu'aujourd'hui on ne peut plus les appeler, selon moi, les poutistes. On doit les respecter, c'est des gouvernements de fait et on doit faire avec pour trouver la stabilité dans nos pays. Ça, je suis d'accord, Samuel. Maintenant, est-ce à dire qu'ils n'ont pas pris en compte tous ces paramètres-là parce qu'ils ont déjà expulsé les ambassadeurs de France dans leur pays? Comment est-ce que ces artistes-là vont avoir des visas quand il n'y a plus des ambassades dans leur pays, il n'y a plus de consulats dans leur pays? Comment ils peuvent arriver à le faire? Voyez-vous? Donc c'est pour cela que les conséquences de nos actions doivent être quand même quelque chose qui nous interpelle au jour le jour. Si ces populations-là, ces artistes-là manifestent leur envie d'aller prester ailleurs, précisément en France, et que vous, les dirigeants, vous leur refusez, qu'est-ce que vous créez en eux? Ces étudiants-là qui ont l'habitude d'aller pour se faire former dans ces pays-là, ou qu'ils ont déjà des bourses, qui doivent partir, et que vous les retenez dans les pays, alors que, comme je l'ai dit, les relations nous permettent d'aller former nos jeunes, nos étudiants pour revenir travailler chez nous. Voyez-vous, beaucoup de militaires au Burkina sont formés en France. Et toutes ces occasions-là sont arrêtées comme ça. Et nous disons que nous avons la Russie. Est-ce que la Russie seule peut suffisamment absorber toutes ces personnes-là? C'est de là que nous devons être prudents et être quand même se retenir par rapport à un certain nombre de décisions. Il est vrai, si on veut couper une relation avec la France, tant mieux. Mais il faut s'assurer que nous n'avons pas réellement besoin de la France. C'est tout simplement ce que je voudrais dire. En même temps, quand vous avez par exemple des ambassadeurs ou même des attachés militaires, comme on a parlé, qui, selon les pays d'accueil, tiennent des propos, sont dans des activités subversives, ce n'est pas parce que vos artistes doivent aller prester que vous maintenez ce genre de relation non plus. Nous ne pouvons pas permettre ça. En fait, je le dis, il faut que vraiment aussi la France puisse respecter nos États. C'est-à-dire qu'il est vrai, l'élite française, et avec leur réaction, leur ego aussi, il y a un certain nombre de choses à corriger dans leur réaction. Parce qu'on dit toujours que toute action n'est qu'une réaction. Parce que, véritablement, quand il y a coup d'État et que peut-être vous intervenez d'une manière inappropriée, vous allez avoir des réactions inappropriées. En fait, c'est ce qui se passe. Et les ambassadeurs, je pense qu'ils sont tenus par l'accord de Vienne qui les oblige de ne pas s'administrer dans les affaires internes des États dans lesquels ils sont affectés. Ouais. Mais donc, c'est pas toujours ce qu'on voit. C'est pas toujours ce qu'on voit. Ouais. Et je ne peux jamais accepter que ça soit ainsi. Et je le dis ici, ou je l'ai toujours dit, que c'est inapproprié, ces réactions-là. Mais il y a une autre manière de les invexer. Il y a une autre manière de les injecter. Il y a une autre manière qu'on remplace ces ambassadeurs-là, ou il y a une autre manière de réagir pour que les relations ne deviennent pas caduques et ne permettent pas un certain nombre d'ouvertures. Parce que on ne peut pas tout fermer. Vous n'allez pas dire il y a beaucoup d'États dans lesquels des ambassadeurs réagissent, mais on ne ferme pas comme ça. Je vous dis tout simplement, ça m'a fait pitié lorsque on a cité la Russie comme exemple. On a dit la Russie, malgré nos relations, la Russie ne s'était jamais attaqué nos ambassades. Voyez-vous, il est vrai, tout ce qui se passe avec même la France qui arme l'Ukraine contre la Russie, la France dit que la Russie ne s'est jamais attaquée de ses ambassades. Voyez-vous, alors que... Peut-être parce que la France n'a jamais exploité la Russie non plus.
Bon, on peut le dire Parce ainsi. que On peut le dire ainsi. moi je n'excuse Mais pas quand cela, même, mais quand il y a aussi des ressentiments, on a vu par exemple, c'était en Iran, je ne sais plus quelle année déjà, l'ambassade des États-Unis a été attaquée par les manifestants, des diplomates avaient été retenus pendant plusieurs jours, il a fallu une opération pour les libérer. Donc quand vous avez une population qui dit il y en a marre, qui est remontée à bloc, parfois aussi ça part dans tous les sens. je pense que les autorités de transition doivent contenir la population, les manifestants. Parce que ce que je dis, c'est que les gens sont toujours dans l'émotion. Et donc, d'une part ou de l'autre, je ne vais pas cautionner qu'il y a des attaques contre, en fait, on va le dire ainsi, parce que les gens estiment que ce sont les élections qui consacrent la démocratie dans nos pays. Laquelle démocratie, je ne sais pas. Il y a nos valeurs, oui. On peut dire tout simplement, est-ce que la démocratie que nous avons importée chez nous, l'interrogation c'est que, est-ce que c'est adapté à nos valeurs, c'est adapté à notre réalité? Il y a beaucoup d'interrogations. Et Montesquieu l'a dit, qu'il n'y a pas de régime meilleur, mais qu'il n'y a que les régimes qui s'adaptent à la réalité, hein, et aux valeurs d'une société. Donc, est-ce que la démocratie que nous avons aujourd'hui, qui nous a été importée, est-ce que c'est ça qui est meilleur? Donc, il y a toutes ces interrogations-là. Là, je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais il faut aussi savoir quitter, hein, ou bien faire des ruptures quand on a une relation de longue date avec une personne. En Afrique, nous avons cette manière parce que il faut pas oublier la polygamie de chez nous. Vous n'allez pas avoir la nouvelle femme et laisser l'ancienne femme avec qui vous entretenez des relations depuis plus de 50 ans. Donc, c'est des choses qui vraiment sont nos valeurs. Donc, si on se dit tout de suite, avec tous les accords qu'on a commencé à dénoncer, est-ce que on est en train de d'aller sur une voie qui est meilleure que ce qu'on avait? C'est tout simplement. En fait, si vous voyez dans mes démonstrations, je pose un certain nombre d'interrogations parce que je ne suis pas encore satisfait de tout ce temps-là que les transitions ont déjà fait. Et je ne suis pas là pour dire aussi que vous êtes obligé de faire avec la France. Oui. Je dis tout simplement que si aujourd'hui vous estimez que c'est la France qui est l'ennemi et que prenons le Mali, par exemple, jusqu'aujourd'hui, il a pris la France. Est-ce que la situation s'améliore? Point d'interrogation. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça devient difficile, hein, à la société civile d'aller à l'encontre des autorités de la transition. Pour des questions de sécurité, la liberté d'expression devient l'esclave. Donc, on est arrivé à un moment donné où les autorités de transition vont devenir intouchables. Parce que c'est normal, parce que ce sont nos messies. Mais est-ce qu'ils jouent le rôle de messie? C'est ce qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas aller de rupture en rupture avec les accords, mais plutôt réfléchir sur les voies et moyens. C'est en cela que la diplomatie devient très active. Il n'y a pas de relation saine entre nous les humains. Et donc, entre deux États, il ne peut jamais y avoir de relation saine. Mais il faut faire en sorte que, y compris les autorités et la population, pour tirer le meilleur des relations qu'on a actuellement. Donc vous pensez que cette situation, par exemple, qui risquerait d'avoir des conséquences sur les prestations artistiques, parce que quand on regarde un peu la réponse que Paris donne, c'est pas non plus une réponse extrêmement convaincante. On a l'impression que bon, ceux qui sont détenteurs d'un visa peuvent continuer à parvenir, mais après maintenant pour tous les autres, qu'est-ce qui va en être? Ça risque d'avoir plus de conséquences négatives qu'on ne s'y attend. Vous voyez la réaction au niveau du Sahel, il faut l'avouer, il faut avoir quand même le courage de l'avouer. La réaction au niveau du Sahel, hein, vous allez voir que aujourd'hui, au niveau d'une certaine élite française, il y a aussi certains courants de pensée qui ont été quand même, disons, tout droit cachés,
coffrés quelque part, sont sortis des coffres. Vous voyez quand vous voyez Éric Zemmour, par exemple, avec tous ces sorties que beaucoup n'aimaient pas. Aujourd'hui, on commence à l'applaudir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau de Paris, par exemple, la mentalité des Français commence à changer, à nous voir comme effectivement des ennemis, parce que la manière dont on nous présente actuellement, c'est que ils partent en guerre contre nous. Donc vous voyez, c'est pour cela qu'il faut être prudent par rapport à un certain nombre de choses. Vous voyez nos chefs d'État dans certains pays, ils sont en train de gagner de terrain, mais dans le silence et dans le travail. Et ils sont vous voyez, pour la libération, ou bien disons-le comme ça, pour la levée des sanctions de la CEDEAO, quelle diplomatie a été très active? C'est la diplomatie togolaise. Ça veut dire que le président togolais est contre, s'il n'est même pas contre, quand même ne voudrait même pas parler de sanctions au niveau de la CEDEAO contre le Mali. Mais vous voyez le président togolais en train de dire France dehors? Non. La diplomatie, vous voyez quand le professeur Doucet était à Moscou, il a parlé de la liberté de l'Afrique. Il a parlé d'une manière vraiment acerbe contre les Occidentaux. Mais vous n'allez pas voir le professeur en train de dire France dehors, ou bien conseiller le président de dire France dehors. Le Togo est en train de gagner beaucoup de pas sur cette relation française, mais dans le travail et dans le silence. Mais il ne faut pas faire beaucoup de bruit, de peur de mettre en péril la vie d'un certain nombre de nos concitoyens. D'accord, on va passer au troisième sujet. Nous parlons du Niger. Pendant ce temps, on va accueillir donc le second invité qui va commencer donc par s'installer. Le temps pour moi donc d'annoncer le troisième sujet, le Niger qui dénonce cet accord militaire avec le Bénin. Les militaires au pouvoir au Niger ont dénoncé mardi, le 12 septembre, par communiqué, un accord de coopération militaire conclu en juillet 2022 avec le Bénin, que les nouveaux hommes forts de Niamey accusent par ailleurs d'envisager une agression contre leur pays. Dans le communiqué lu à la télévision nationale, le régime militaire à Niamey a dit avoir appelé à plusieurs reprises au respect des obligations de cet accord signé le 11 juillet 2022 avec le Bénin, et qu'ils ont décidé de dénoncer. Le Bénin est aussi accusé donc d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. Du côté du Bénin, eh bien, le porte-parole du gouvernement béninois a réagi simplement en estimant que leur relation n'était pas avec la junte, mais avec, ce sont les mots, pas avec la junte, mais avec la République du Niger, entendez donc naturellement avec Bazoum. Et le Bénin, curieusement, semble s'aligner sur la position de Paris, en tout cas dans cette affaire. Nous accueillons sur le plateau Horus Donkovi qui nous rejoint à quelques minutes de la fin de la première partie. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir Georges, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Merci de nous rejoindre. On avait dit quelques mots donc sur le Burkina Faso et la question de la culture. Justement, je sais que ça vous interpelle parce que vous avez cette casquette culturelle. Aussi, sous quel jour voyez-vous ce qui est en train de se produire entre la France et les trois pays du Sahel qui risque de toucher le côté culturel? C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse parce que mettons que ce qui sauvegarde encore le peu d'intérêt que les Africains ont pour l'Occident, c'est les rapports entre les hommes. Le rapport qui n'est pas mis, mettons, disons, qui n'est pas mis en tribulation, le rapport qui n'hérisse pas l'épiderme des hommes, c'est le rapport culturel, c'est les échanges entre les hommes. Les échanges entre artistes, les voyages entre artistes, les voyages associatifs et ainsi de suite. Les personnes le vivent pleinement, les personnes échangent pleinement. Et donc, je ne comprends pas la stratégie qui consiste à vicier ce secteur-là avec un problème qui est d'ordre strictement politique, financier et économique. Je ne sais pas pourquoi on souhaite impérativement
faire croire à l'opinion occidentale qu'il existe des Africains qui sont anti-français, alors qu'en réalité, ce qui est remis en cause, c'est le système. C'est le système de prédation qui est celui de la France-Afrique. Et ce n'est un secret pour personne, les documents sont là, les expertises sont là, l'histoire, le passif des anciennes colonies et des anciens colons est là, tout est facilement démontrable. Donc je ne comprends pas pourquoi on tient à faire passer, et d'ailleurs c'est pour ça généralement je dis qu'au niveau des médias africains, on doit inventer notre propre lexique, notre propre propos, nos propres propos, parce que les médias occidentaux et en l'occurrence français insistent avec ce qualificatif qui est celui de anti-français, alors qu'en réalité ce n'est pas possible. Nous avons dans nos pays des frères qui ont épousé des Européennes et des Françaises, des sœurs qui ont épousé des Européens et des Français, des enfants qui sont métis, qui sont considérés comme partie intégrante de nos populations. Il y a des échanges chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, entre les peuples, et je ne comprends pas pourquoi on veut gangréner le milieu de la culture en disant, oui, mais voilà, pour une question politique, qui est d'ailleurs sujette à caution, parce que ce que le gouvernement énonce n'est pas partagé par tous les experts du même pays, on voudrait vicier maintenant le domaine culturel. Alors même que, et c'est d'ailleurs très étonnant, alors même que la dernière intervention de M. Macron précise l'importance du soft power français qui doit revenir, qui doit refleurir. C'est contre-productif. Je termine en disant ceci, termine en disant que paradoxalement, par des actes de naïveté, des actes contre-productifs, M. Macron aurait été un des plus bels alliés de ceux qui s'opposent justement au concept de France-Afrique, au concept de prédation de l'économie, des finances africaines. D'accord, donc je l'ai annoncé, le sujet suivant, c'est le Niger qui concerne donc cette dénonciation de l'accord militaire avec le Bénin, accord signé en 2022, parce que le Niger estime justement que le Bénin envisage une agression contre le pays. La République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires, mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Niger. C'est ce que les autorités militaires de la transition au Niger ont écrit dans un communiqué. Voilà, aujourd'hui, c'est le Niger qui est sur la sellette avec cette nouvelle affaire qui l'oppose maintenant au Bénin, qu'on accuse de, j'ai envie de dire, de prêter son territoire comme base arrière pour une attaque contre le Niger. Oui, en fait, je suis encore réconforté dans mes propos parce que le désir d'une intégration régionale nous impose à être véritablement, à s'accepter sur un certain nombre de choses. Vous voyez ce qui se passe au Sahel a touché la CEDEAO et je ne vais pas isoler le Bénin dans ce cas, parce que quand on parle de la CEDEAO, vous voyez Ambalo qui était sur France 24, je crois, qui disait que l'intervention militaire est toujours sur table. Ouais. Vous voyez des propos comme ça frustre et ça dérange nous, qui disons oui que c'est dans l'unité que nous allons construire l'Afrique. Aujourd'hui, les pays frères qui sont convenus à un accord militaire, à se protéger mutuellement, à partager des renseignements, à faire des opérations conjointes pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Et aujourd'hui, le coup d'État et surtout le manque d'ouverture au niveau de certaines transitions nous oblige les pays frères à se séparer. Là, le Bénin n'a pas à se dire que c'est Bazoum seul qui peut dénoncer l'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette transition-là qui fait office de gouvernement et qui dirige le Niger. Donc aujourd'hui, le fait tout simplement qui n'est pas reconnu. Qui n'est pas reconnu par qui? C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Est-ce qu'au niveau du Bénin, est-ce qu'il n'y a pas des manifestants qui demandent la démission du président? Est-ce qu'il n'y a pas des propos qui demandent la démission ou bien qui demandent la gestion, qui dénoncent la gestion du président? Il y a ces choses. Mais ce qui me met mal à l'aise, Samuel, moi, personnellement, c'est l'intégration. Parce que, vous voyez, quand il y a des transitions, des coups d'État, il y a des coupures de courant, il y a des fermetures de frontières, il y a ces choses-là. Ce qui fait qu'en Afrique, tous les pays deviennent méfiants. Il y a ce comportement misanthrope à l'égard des autres. C'est-à-dire qu'il y a cette manifestation de l'aversion envers l'autre qui fait que tout le monde veut développer son pays. Tout le monde veut avoir des routes en interne. Tout le monde veut avoir ceci, ceci, ceci. Il n'y a pas cette intégration que nous souhaitons tant. Et ça porte de coup à la zone de libre échange que nous voulons créer. Mais moi, je sais qu'en interne, quand il y a un problème, le Nigeria va me couper l'électricité. Pourquoi je vais confier ma destinée au Nigeria? Moi, je sais que quand il y a un problème au niveau de mon pays, le Bénin ne va pas me donner l'accès à sa côte, à la mer, pour faire couler mes produits. Pourquoi je vais confier ma destinée au Bénin? Voyez-vous, ce qui rend difficile l'intégration. Or, quand on parle de l'intégration, c'est ce que j'ai dit. Il y a le partage des expertises, il y a le partage même, comment faire en sorte que l'avantage que l'autre a, qu'il y a une spécialisation, bref, que tout le monde puisse savoir que j'ai besoin de l'autre quand j'ai besoin de ceci et ceci. Mais dans notre cas d'espèce, ça devient compliqué dans notre sous-région et je pense qu'il faut vraiment que la CEDEAO, y compris le Bénin, puisse arrêter ces propos-là parce qu'on estime que ce sont des propos exportés ou bien importés, disons, et nous devons quand même arriver à nous dépasser. Horus, on voit dans le Bénin aujourd'hui un État qui veut jouer le rôle de base arrière. Est-ce que vous l'entendez? Alors moi, je ne l'entends pas. Après, je trouve que c'est un jeu particulièrement dangereux parce que il y a des faits. Les faits sont lesquels? Les faits sont que dans l'état actuel des choses, les pays qui prétendent vouloir intervenir au Niger n'en ont en réalité pas les moyens. Ils n'ont ni les hommes suffisants, ils n'ont pas les renseignements suffisants, ils n'ont pas l'armement suffisant. S'ils les avaient, ils n'auraient pas de problème de sécurité chez eux. Donc, en l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas intervenir sur le théâtre du Niger. Et donc, les gouvernants de ces pays doivent faire très attention parce que il faut qu'on nous précise, est-ce qu'il s'agit de l'intervention de la CEDEAO au Niger ou il s'agit de l'intervention de forces étrangères au Niger sous le couvert de la CEDEAO? C'est deux choses différentes. Et s'il s'agit d'intervention de forces étrangères sous le couvert de la CEDEAO au Niger, on retombe dans ce qui s'est passé en Libye. Et ce qui s'est passé en Libye, c'est, si vous voulez, la conséquence de non-précision historique. Je m'explique. Je me rappelle que une fois, je m'étais offusqué ici parce qu'on avait le président du Ghana qui parlait qui demandait le soutien, je pense, des États-Unis parce que il prétendait qu'il avait à sa frontière avec le Burkina quelques soucis. Sauf que ce que les gens oublient, c'est qu'il ne s'agit pas d'Hollywood. Vous prenez les États-Unis n'ont jamais remporté de guerre. Aucune guerre, oui. Après 1945, les États-Unis n'ont gagné aucune guerre. Tous les théâtres dans lesquels les États-Unis sont intervenus, ça s'est soldé par, ils sont repartis carrément, ça s'est soldé par des échecs. Ça a été, alors soit on quitte en ayant corrompu le milieu, soit on quitte en y laissant un désordre terrible. On a l'exemple de la Somalie, on a l'exemple de la Corée, on a vu ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé avec le Vietnam. Les États-Unis, grâce à la doctrine Monroe, ont eu le privilège de, comment dirais-je, de se porter en parrain de l'Amérique latine. On a vu ce que ça a donné. On est en train de célébrer au Chili la dictature qui s'est passée avec Pinochet et ainsi de suite. Et donc ce ne sont pas des exemples. Quand on prend le cas de la France, après 1945,
ne s'est pas investi dans des guerres, s'est investi dans des interventions. Et malheureusement pour les Africains, à chaque fois que ces interventions ont eu lieu, ça a été pour destituer des présidents, soit pour réinstaller un ancien régime, ou soit pour sécuriser un certain nombre de richesses. Et donc, ça serait contre-productif de penser que les populations africaines, en l'état actuel de la communication, en l'état actuel des intellects, des expertises, ce serait une naïveté de penser que les populations africaines ne sont pas au courant et ne savent pas que. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Alors, vous gardez la deuxième des choses. Le temps pour moi de sonner la pause. On va revenir sur cette seconde chose dans une dizaine de minutes après le journal.